Bonjour à tous. Donc, comme c'est écrit, Marc Lefebvre, donc agriculteur à Guînes. À Guînes, je vais vous montrer le plan. Voilà. Donc, je vais passer. J'ai quand même. Alors, juste pour une petite précision, j'ai laissé pas mal de diapositives, enfin pas mal de photos, parce que je sais pas trop comment on bricole ça. Ce sont des stagiaires qui l'ont fait parce qu'ils sont beaucoup plus compétents que moi. Et de peur de perdre, voilà, des diapos au fur et à mesure de présentation, j'ai préféré tout laisser. Et ben, j'espère que du coup, ça me permettra quand même, malgré tout, de ne pas être trop confus. Mais en tous les cas, il y a aussi un petit jeune homme là-bas qui doit me dire si je suis trop long ou pas. Voilà. Ok, donc Guînes, voilà, c'est quelques kilomètres de Calais. On n'est pas loin de la mer, en tout cas. Donc, quelques précisions sur la forme juridique, le RL, le nombre d'UTH en unité. Donc, je travaille seul maintenant sur l'exploitation avec mon épouse. Notre fidèle employé qui a travaillé 40 ans voilà, sur l'exploitation est parti en retraite ou a fait valoir ses droits il y a 2 ans et demi. Donc du coup, c'est vrai que ça m'oblige à réfléchir encore un petit peu sur l'assolement. Forcément, donc les évolutions à venir, c'est forcément la pomme de terre qui va prendre un petit peu moins de place là-dessus, enfin sur les cultures de la ferme. Voilà. Ensuite, bon, des assolements, enfin des rotations, en tous les cas, c'est souvent ce que les gens demandent. Est-ce que j'ai des rotations type? J'allais dire oui et non. Oui, en fonction, voilà, quand on a des terres avec des limons battants où on sait à peu près tout faire, donc globalement, on met à peu près toutes les cultures de l'exploitation. On est ensuite sur des argilo-calcaires en bonne partie aussi, donc on enlève du coup tout ce qui est lin de printemps. Et puis après, sur des rotations en calcaire, ma foi, on fait ce qu'on peut. Voilà, on essaye de faire au mieux en tout cas. Donc c'est souvent du blé, de l'escourgeon, de la févrole peut-être, enfin de moins en moins parce que c'est compliqué maintenant. Avec le temps sec, de l'orge de printemps, on s'aperçoit depuis 2 ans que ça commence à se compliquer aussi. Donc à mon avis, on va tourner assez régulièrement en culture, enfin en céréales d'hiver, colza, quoi. Voilà. Voilà, donc la localisation, c'est proche voilà, la ferme, c'est un petit peu tout ce carré rouge. En tous les cas, c'est sur ce petit carré rouge qu'on va je sais pas s'il y avait un pointeur, non, peu importe. Je pense que vous voyez, petit carré rouge sur lequel on va, il se passe beaucoup de choses sur l'exploitation et c'est à cet endroit-là qui est situé donc entre la forêt domaniale qui fait 800 hectares, 1000 hectares à peu près, et donc un autre site remarquable que sont les marais. Les marais de Guînes, à peu près sur la même surface. Donc on est vraiment là entre deux entités, en tout cas, qui sont très très fortes et qui ont influencé énormément ce qu'on a fait sur l'exploitation. Voilà les enjeux de territoire, je pense que vous les connaissez tous. Ça, c'est une photo qui date de plus de 20 ans. J'aurais pu mettre la même 10 ans après. J'ai demandé la permission à mon voisin de l'utiliser, c'est chez lui que ça se passe. Voilà, donc avec l'obligation, à un moment ou à un autre, de remettre des tuyaux en travers des routes de traitement parce qu'il ne sait plus passer, quoi. Voilà. Donc ça, ce sont les enjeux de territoire. Je fais je balaye très rapidement l'historique de l'exploitation. En 97, j'arrête le labour. On commence à faire une réflexion sur l'utilisation des produits phytosanitaires. Donc, on commence à réfléchir bas volume. Donc depuis 1998, finalement, on a des formations ou des mises à jour, en tous les cas, au moins 3 fois par an sur le bas volume, donc à la moindre utilisation de phyto. Donc, disons, 1998, c'était donc la partie de l'histoire, une toute petite partie de l'histoire, technique culturelle simplifiée, qui n'a pas fortement été une bonne réussite, mais bon, c'est comme ça. Et ensuite, 2002, j'ai mis un peu le pied à l'étrier concernant les arbres. C'était donc la signature d'un contrat territorial sur l'érosion avec l'obligation de couverture des sols à 80% avant le 15 octobre. C'est à peu près ce que je faisais, sauf que le fait d'avoir signé un papier officiel, ça m'obligeait forcément à respecter. Voilà, donc je passe. Donc le gros truc sur l'exploitation, c'était 2007, l'arrêt de la production de la betterave sucrière. On avait quand même une grosse surface de betterave donc elle impactait quand même très fortement les sols et ce que je voulais faire. J'arrivais pas vraiment à faire ce que je voulais faire. Avec les connaissances d'aujourd'hui, peut-être que j'aurais continué quand même un petit peu à faire de la betterave, sachant qu'on sait faire maintenant de très très belles choses. En betterave sucrière, même en semi-direct, et j'en veux pour preuve ce qu'on a vu chez les collègues il n'y a pas si longtemps que ça. Donc avec la grosse particularité de l'exploitation aussi, ce sont ces projets de recherche qu'on a initiés sur l'exploitation. Il y en a eu 3 pour le moment. Donc le premier s'appelait Agricobio, je l'ai vu passer vite fait. Voilà, initiation du projet Agricobio, agriculture et corridor biologique.
L'objectif, c'était de comprendre un petit peu la dynamique de recolonisation de l'espace agricole par toute la biodiversité fonctionnelle, avec un certain type d'aménagement qu'on a fait sur l'exploitation. Ensuite, en 2012, on a eu les premières plantations agroforestières et on a continué jusqu'en 2017, je crois. Voilà, donc ça, je passe, ce sont voilà, des étapes un petit peu compliquées. Hein, quand on passe du TCS au semi-direct, ça c'était après un champ de patates. Et ensuite, voilà, deux photos qui sont assez emblématiques de ce que l'on avait compris de ce que c'était le semi-direct il y a tout au début, c'est-à-dire uniquement changement de semoir et peut-être quelques couverts, mais on voyait quand même que la terre était quand même restée glacée. Et quelques années après, on voit quand même que là, il y a quand même beaucoup plus de résidus au sol, et ça se passe globalement nettement mieux. Voilà. Donc je passe encore très très vite. Ce sont un type de couverture, de couverts végétaux qu'on savait faire, qu'on a mis en place dès le début. Donc mélange complexe, les colzas associés toujours, depuis que j'en ai fait. Voilà, je passe vite parce que je pense que ce sont des photos que vous pouvez connaître et je vais m'attarder simplement sur sur 3 points. C'est un petit peu l'agroforesterie en elle-même. Un petit focus sur le lin d'hiver que je sème aussi en semi-direct. Et puis on verra après ce que ça donne aussi au niveau de la vie du sol, en tous les cas sur un indicateur emblématique qui est le ver de terre. Ici j'ai mis aussi, parce que c'était souvent demandé par les étudiants, quelle était la différence finalement en termes de rendement entre labour, TCS et semi-direct. Voilà, c'est un petit tableau qui a été fait, absolument pas de façon très, très scientifique ni statistique pure. On est allé rechercher dans les dossiers tout ce qui concernait le labour et on a fait donc l'addition, les résultats. On a pris la période TCS aussi et puis la période semi-direct. Bon, vous voyez que globalement, il y a aucun changement. Voilà. En termes de rendement. Simplement ici, quand on change de système, on devient quand même un peu plus curieux et ma foi, ça nous arrive de faire très attention. Quand on va chercher une plante, sa racine, et on arrive à faire ce genre de choses sur un radis là, qui a 2 mois avec un enracinement à plus de 80 cm. Bon, sans doute était-il tombé dans une galerie de vers de terre, en tout cas pour aller aussi loin que ça. Voilà. Là, je garde quand même cette photo. Elle est très très révélatrice, en tous les cas, de ce que j'ai pu comprendre du travail du sol, ou de ce que l'on pensait bien faire. Ici, on est sur un blé après pomme de terre. On a, comme d'habitude, pris le décompacteur rotatif semoir. C'était déjà beaucoup plus simple qu'avant. Mais malgré tout, vous voyez la forme ici du décompacteur. Alors, c'était une dent Michel, donc c'était pas non plus une dent, enfin pas de doigt en tout cas. Et vous voyez le travail que l'on peut faire. Ça m'a vraiment choqué. C'est-à-dire qu'il y avait vraiment un trou, quasiment, dans l'horizon. Bon là, le blé, il s'en était bien sorti parce qu'on a eu un hiver assez pluvieux et les racines sont passées. On imagine ce qu'il aurait pu donner, ce que ça aurait pu donner si s'il avait fait vraiment très très sec. Je pense qu'on aurait eu de sacrés soucis. Donc quand on pense bien faire, ma foi, il faut toujours aller vérifier si effectivement on fait bien. Voilà. Depuis que j'ai ça, tous les blés qui sont après pomme de terre, enfin en tous les cas, il n'y a plus jamais de travail de sol après pomme de terre, même pour semer du blé. Donc les 3 projets, Agrico-Bio, je vous l'ai dit, avec des partenaires qui sont la Frédon, l'ISA de Lille, l'Université de Lille, le CMNF aussi. On a étudié plein de choses, hein, donc les carables, les cires, enfin tout ce qui est auxiliaire en culture. L'idée, encore une fois, c'était d'amener les scientifiques sur l'exploitation et de leur dire, messieurs les scientifiques, c'est pas un terrain de jeu, vous allez jouer là ici chez moi, mais c'est moi qui donne le là. Moi, j'ai tel ou tel problème. Vous réfléchissez ensemble pour me résoudre les problèmes que je rencontre. Voilà. Juste pour info, j'ai pas un centime là-dessus. Ce qui fait que s'ils dérivent de trop, je leur dis, messieurs, la porte est par là. Comme je connais les sommes qui sont engagées, ils font attention. Voilà. Là, ici, je passe assez vite. C'était le dispositif là, Agrico-Bio, donc avec des bandes fleuries que vous avez vues tout à l'heure. Ceci étant, là, cette image-là, elle est complètement chamboulée. C'est plus ça du tout, parce que les bandes enherbées ont été remplacées par des linéaires d'arbres ou d'arbustes. C'était sympa, franchement, c'était joli. Là, je passe les espèces qui étaient semées. Et là, on a mis ce qui existe encore, donc
tout le tour du projet agricobio, on avait déjà planté un petit peu des haies avec des arbustes que l'on voulait soit un peu plus haut, soit un peu plus court en fonction enfin un peu moins haut en fonction de la proximité des voisins. L'idée étant forcément de planter quelque chose, mais sans embêter les voisins. Donc les tailles sont différentes. Voilà, c'est un petit peu les différentes couleurs. Je passe vite, parce que j'ai pas beaucoup de temps. Alors, juste pour expliquer ma clé d'entrée dans l'agroforesterie. En fait, je n'ai pas dit un jour je vais mettre des arbres, non, c'est simplement parce qu'avec le projet scientifique qui était en place, qui s'appelait agricobio, on a pu quand même très très vite valider, en tous les cas de façon très intuitive, en tout cas l'efficacité de ces bandes en enherbé à travers le parcellaire. Pour autant, je suis producteur, je veux dire, des fleurs c'est bien, mais ça rentre pas, quoi. À un moment donné, il y a une réalité économique. Donc, on s'est dit, le compromis pour moi, c'était de dire on garde le corridor, mais on y met quelque chose qui va valoriser l'espace. Donc c'était ma clé d'entrée à l'agroforesterie. Donc du coup, vous le voyez bien, avec des lignes qui sont complètement densifiées sur ce bloc-là. Alors je précise que sur le bloc central, les scientifiques n'avaient pas fini. Et hors de question pour eux de changer un paramètre, parce que sinon ça ne rentre pas dans le cadre des 3 ans définis. Donc moi j'avais très très vite validé ça. Donc c'est pour ça qu'on a planté 2 parcelles qui sont aux extrémités, au nord et au sud, un petit peu avant la fin du projet agricobio. Donc voilà, on a ici le nombre d'arbres. Bon, je passe assez vite parce que je vais passer sur d'autres photos après. En tous les cas, il y a des plantations qui se sont espacées de 2013, de 2013, c'est ça, 2012, jusqu'à 2017-18, les dernières plantations, avec des objectifs complètement différents. Là, je viens sur la partie beaucoup plus spécifique, ce sont des colzas associés. Bon, je reviens sur le semi-direct, mais ce qu'on arrive à faire aujourd'hui. Les colzas associés, c'est super sympa. Voilà, avec le monsieur qui est souvent là. Après les colzas, le trèfle repart. Après, on sème le blé sur le trèfle. Le blé lève, et on a un petit peu de chimie pour venir clémer le trèfle. Et puis voilà, ça va bien. Comme ça va pas trop mal. Ma petite entorse, alors, mon petit croche-pied ici, à la Normandie, c'est le lin. Alors ici, c'est pas du lin fibre de printemps, mais du lin fibre d'hiver, avec des itinéraires qui sont vraiment très très simples, où on vient, ici ça l'est pas, un petit peu mêler les pinceaux, c'était prévisible. Donc la taille du lin d'hiver qui est tout à fait honorable. Ici, on a sa récolte, et là, je vais arriver sur un itinéraire de lin d'hiver. Ici, c'était le colza associé. Je passe. Voilà, ça c'est le lin de printemps, donc c'est pas ça c'est découvert avant le lin de printemps. Et ensuite, on arrive, j'espère, sur le lin d'hiver bientôt, je vous le promets. Voilà. Non plus. Bon, je me mélange. Voilà, mon lin d'hiver. Je suis désolé. C'était prévisible, mais parce qu'on m'a dit, t'écris sur un papier les 4 lignes qui vont bien, mais je suis incapable de faire ça. Donc voilà, je me laisse surprendre. Et ma foi, des fois, on arrive à trouver des solutions comme ça aussi. Donc là, itinéraire, le glypho, le 0,5 litre de glypho qui va bien pour l'occurrence, donc voilà, mais c'est pas non plus une nécessité tout le temps. Pour nettoyer les repousses d'orge de printemps, on vient semer le lin d'hiver ici sur le début octobre. Voilà sa croissance. Voilà. La floraison, l'arrachage. Et un petit, voilà, parce que les gens me demandent souvent ça aussi quand même, en termes d'IFT. Donc en l'occurrence, c'est vrai que le lin d'hiver va très très bien faire en semi-direct. C'est généralement un glypho, ensuite un insecticide, un fongicide si c'est nécessaire, ni plus ni moins. Voilà, c'est impressionnant. Je suis tous les ans émerveillé de la façon dont ça se passe. Donc c'est vraiment très très minimaliste. Alors là, on avait poussé le bouchon un peu plus loin, donc après le blé, on avait semé une avoine, donc qui faisait à peu près 60 cm au moment du semis du lin d'hiver. Donc l'avoine a été calmée après le semis avec un petit peu de glypho, et là, pour ceux qui ont les yeux qui vont bien, on arrive à apercevoir un peu de lin qui pointe son nez dans l'avoine qui est en train de se terminer. Voilà, et ça c'était cette parcelle-là.
sincèrement, cette parcelle-là aurait mérité un antigraminé supplémentaire. C'était pas nickel. Ouais, bon, c'est comme ça. Voilà. Je continue, parce que là, je vais m'attarder forcément. Juste pour que tu saches, Marc, tu as la moitié, donc comme ça. Tu sais. Ah oui, bon, ça va. Des ITK pommes de terre, je vais pas. Enfin, globalement, de toute façon, ici, tout est à disposition de tout le monde. Si jamais il y a un certain nombre de photos qui vous intéressent, vous pourrez forcément aller les chercher. Je vous disais tout à l'heure, à cause de l'observation que j'avais faite, normalement, après des pommes de terre, un arrachage qui se passe bien, on aurait pris, avant, on faisait ça, des compacteurs, rotatives semoirs. Et maintenant, on n'est plus du tout à ça, du fait de cette observation-là. C'est-à-dire qu'après le rachage de pommes de terre, on a toujours des petits monticules. Je viens passer une patte doigt que je pose uniquement au sol, ni plus ni moins, et je vais très très vite, le plus vite possible, pour niveler un peu le champ. Et après, j'utilise mon semoir, qui n'est pas optime, qui fonctionne pas du mieux, vraiment très très bien dans ces conditions-là. Je le sais. Je suis satisfait à 80% du semis, parce que le sémiato, quand dans la terre meuble, il rentre vraiment très très profondément, peut-être un peu trop, mais ça je le sais. Donc du coup, je prends le semoir et je vais le plus vite possible. Donc semer des pommes de terre, du blé, après une récolte de pommes de terre, ça va très très vite. Alors il faut choisir sa plage météo, parce qu'effectivement, il faut que le blé ait le temps de germer au moins et de pointer avant des pluies. Bon, voilà. Donc voilà, ça va vraiment très très vite, et là, on voit un petit peu le placement du grain. Bon, j'ai pas de pointeur, mais quelque part, il y a du blé qui traîne là-dedans. Voilà. Il y a un pointeur si tu appuies au milieu. Ah, j'ai fait une bêtise. Mince. Je ne sais plus. Ah, voilà. Ah, celui-là et celui-là, oui. Ah, d'accord. Voilà, donc on parlait, je pense que c'était tout à l'heure, il y avait une question sur les glyphosates. Bon, c'est sûr que là, on a fait quand même un petit peu, on se pose toujours un certain nombre de questions. Est-ce que le glyphosate a une influence sur la population de vers de terre ou pas? Est-ce que malgré tout, le fait d'en employer un petit peu, ma foi, c'est un compromis intéressant. C'est toujours un petit peu la différence entre le risque et la balance qu'il faut faire entre le bénéfice et le risque. Donc on a fait des prélèvements, je pense que là c'est 2 ans et demi, je me souviens plus, peut-être, ouais, je pense. Alors ce sont des amateurs, forcément tous amateurs, ils sont pas là, mais sinon ce serait reconnu. Alors on a le protocole de Rennes, on fait 1 mètre carré, 3 placettes d'1 mètre carré, en tout cas, distance de 10 ou 20 mètres les unes des autres, peu importe. Et là on est sur une partie qui n'a plus du tout été travaillée depuis 25 ans. Et on en a fait un deuxième, juste à côté d'une haie. Enfin, pas à côté d'une haie, mais de l'autre côté de la haie, c'est le même type de sol dans lequel on mettait des pommes de terre. Donc le deuxième prélèvement a été fait après des pommes de terre N+2. Voilà. Donc là, on voit pas très très bien. Vous voyez un petit peu ici ce qu'on a pu compter. Alors ici, c'est là-haut. Voilà le nombre de vers de terre par placette. Donc il y en avait 253, 258 et 185. J'étais vraiment surpris. C'était le premier prélèvement que je faisais. Et ici, on est dans la partie qui est le même type de sol. De toute façon, la seule différence entre les deux parcelles, c'est que de temps en temps, il y a une pomme de terre qui revient une fois tous les 6 ans. Donc on était là après des pommes de terre N+2 et on est arrivé à 118, 151 et 116. Donc ça paraît quand même beaucoup. Moi, j'étais vraiment très 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 surpris. L'identification est très compliquée à faire. Normalement, il faudrait aller au bout de cet échantillonnage. À un moment donné, comme on n'était qu'à 2 à faire l'identification, on a un petit peu marre quand même. Donc c'est trop long. Mais la prochaine fois, j'appellerai des renforts. Voilà. Alors qu'est-ce que ça donne? Elle est mal prise ma photo. Puis en plus, tu peux pas l'agrandir là. Non, tu peux pas. Bref. Et comme on voulait pas tout donner à manger aux poules d'un coup, on a mis tout ça dans un seau. Bien m'en a pris, en tous les cas, d'avoir fait ce cliché, parce que, mais quand on a des détracteurs, de la CS, parce qu'il y a utilisation de temps en temps d'1 litre ou 1,5 litre de glyphosate, de toute façon, tous les sols sont morts. Avec le glyphosate, tout le monde est mort. Ça me permet de ressortir quand même, de visualiser ou de faire comprendre aux gens qu'il y a toujours cette notion bénéfice-risque, c'est pas forcément ou tout blanc ou tout noir, et que malgré tout,
ben là, voilà, ce que l'on met en place en ACS, ben ça permet de garder une certaine biodiversité. Alors celle-là, elle est vraiment très très emblématique, mais je suppose, enfin, c'est sûr, il y a plein d'autres choses encore que l'on conserve. On va, je pense, se terminer par quelques photos qui illustrent un petit peu voilà, ce qu'on a appelé le site atelier et sur lesquels s'est déroulé le premier projet Agrico-Bio, ensuite le deuxième projet Agrotram 1 et le troisième qui s'appelle aujourd'hui Agrotram 2. Donc Agrico-Bio, premier constat, on va dire ça comme ça. Ensuite, on intègre un autre paramètre, ce sont les arbres. Et on étudie un petit peu tout ce que je disais tout à l'heure, tout ce qui, moi, me gêne, c'est-à-dire les limaces, les pucerons, et qu'est-ce qui vient manger les limaces ou pas, est-ce que ce sont les carabes, quels sont leurs types de faim, à quoi ils ressemblent. Globalement, on a depuis 10 ans maintenant quand même un certain recul et on voit qu'il y a des populations qui évoluent, aussi bien en nombre qu'en espèces, forcément. Alors, quelques années après, on était content parce qu'on était passé de 3 espèces différentes de carabes à plus d'une quarantaine différentes. C'est super joli. Enfin, il y a monsieur, je ne sais pas si les scientifiques qui sont là connaissent ce monsieur, c'est monsieur Benoît Vanet qui travaille donc à l'Université de Lille. Donc le monsieur carabe en France qui est hyper passionnant, qui a fait aussi de très 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 jolies photos de ces bestioles-là. Et encore une fois, je lui ai dit, bah, elles sont belles tes photos, mais... Et moi dans tout ça, hein. N'oublie pas. Donc sur Agrotram 2, eh bien, on regarde un petit peu le régime alimentaire et est-ce que ce sont vraiment les bons carabes qu'on a sur place ou pas. Voilà. Alors ici, c'était, enfin je vous ai mis j'ai voulu avoir ces photos-là parce qu'on a 3 types finalement de plantations sur cette photo-là, parce que j'ai pas voulu répéter les mêmes schémas tout le temps sur ma parcelle. Et donc, si au départ, en agroforesterie, on a voulu faire pousser ce qu'on appelle ici du bois d'œuvre, donc ligne unique, avec des espèces, enfin ligne simple, entre guillemets, avec des espèces différentes, forcément, du chêne, du hêtre, enfin non pas de hêtre, enfin chêne, tilleul, je sais plus ce qu'il y avait encore, enfin une dizaine d'espèces en tout cas, dans lesquelles on est venu aussi combler les trous avec des arbustes de bourrage là-dedans, hein, voilà. Bon, ça, c'était déjà un schéma qui existait déjà dans les 2 parcelles qu'on avait équipées, donc je voulais pas le répéter tout le temps. Donc on a remis ici, détaillé, enfin une autre ligne, alors c'est une double ligne. Donc on a d'un côté du sol, de l'autre côté du bois que l'on peut recéper, enfin, des espèces que l'on peut recéper. Alors l'idée étant de fabriquer soit du BRF, bois raméal fragmenté pour l'exploitation, ou faire simplement du bois de chauffage à un moment ou à un autre, ou du compost, enfin peu importe. Et ici, ça se voit pas très très bien ici, on a une autre ligne. On a 2 lignes comme ça, en fait, maintenant, ce sont des lignes fruitières. Donc, encore une fois, par volonté de pas mettre tous les œufs dans le même panier, on a aligné des fruitiers, pommiers, poiriers, je sais plus, il y en a encore 2, 3 autres, il y a des pruniers. Et on a à l'intérieur de chaque arbre, qui sont distants de 4 mètres, on a aussi mis 3 arbustes fruitiers, ce sont des groseilliers, il y a des néfliers aussi. Voilà, ce genre de choses. Et de l'argousier. Mais enfin, il y en a encore d'autres. Hein, j'ai vraiment la gorge sèche. De l'eau. Ensuite, non, ça va aller, j'ai bientôt fini. Donc voilà ce que ça donne. Alors ici, pour les connaisseurs, là, c'est du colza. Ici, c'est du colza associé. Et les professionnels vont vite remarquer que là, ici, il y a quelques petits soucis. Hein, d'accord, du colza qui fleurit bien en retard par rapport à l'autre. Alors, je vous parlais d'un site remarquable tout à l'heure avec la présence d'un massif forestier de 800 hectares. Il y a beaucoup de pigeons dans le massif forestier. Voilà, et ce sont eux qui font de dégâts énormes. Voilà, sur tout le site. Et se concentre forcément, ici on a une partie de terre un peu plus blanche, et dès que ça va un peu moins bien, et bien tout le monde est là-dessus. Voilà. Et je terminerai par cette photo-là, ou encore par souci à la fois d'expérimenter et ne pas toujours faire la même chose. Zut, ben ça marche aussi. On est venu planter ce type de dispositif ici, où on est sur à peu près 5 hectares, donc tout ça là, qui sont organisés avec 1 hectare de planté au total ici. L'idée, alors vous avez bien remarqué qu'ici on n'était plus, enfin, ici on n'a qu'un seul passage de pulvé.
Donc on est à 25 mètres, enfin 24 mètres. Et donc l'idée, c'est de produire ici son propre BRF, et l'idée de pouvoir le projeter, de l'ensiler pour le projeter finalement sur le champ, simplement à titre expérimental de savoir si, c'est très, très prétentieux peut-être, mais en tous les cas, je ne veux pas arrêter la profession sans avoir testé ça, savoir jusqu'où on peut aller en termes d'auto-fertilité. Qu'est-ce que l'on peut produire finalement voilà, quelle est la fertilité que l'on peut aller chercher avec le BRF que l'on produirait sur place pour éviter les transports et ainsi de suite. Donc c'est ça l'idée. Donc ça, je vous donne rendez-vous dans 2-3 ans. Même si cette partie-là, toute celle-ci, est vraiment presque maintenant déjà exploitable. Donc ça a été très rapide. Ça coûte très cher, mais ça a été très rapide quand même en termes de croissance. Je suis assez surpris quand même. Voilà. Et je pense que je termine par une photo plus générale d'une partie voilà, de ce fameux site atelier sur lequel il y a plein de choses qui se passent. Donc il y a comptage d'oiseaux, comptage de limaces, comptage de carabes, comptage de hérissons. La Frédon qui vient pour tout ce qui est donc auxiliaire, prédateur d'auxiliaire. Donc on a étudié cet hiver plein de choses sur les parasitoïdes d'automne, parce que là encore une fois, autant au printemps je suis pas embêté avec les pucerons, autant à l'automne il faut quand même que je fasse gaffe, et à chaque fois que je fais un témoin, c'est bingo, ça pardonne pas, la céréale c'est jaunissant, à peu près. Donc voilà, cette étude-là sont en cours en tout cas. Voilà, je pense que j'ai respecté le timing. Oui, c'est super, merci Marc. Voilà, donc je veux dire, c'est plein de photos, plein d'idées, du pêle-mêle, mais c'est juste un témoignage en tout cas. Merci.